Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 27 janvier 2019. Retenez tout d'abord qu'en lieu et place de l'invité de chaque dimanche, nous vous proposons à la fin de cette édition un entretien accordé à la télévision Labari par l'acteur de la société civile El Hadj Idi Abdou. Il s'est prononcé sur les conclusions de la dernière réunion du Conseil national de dialogue politique qui a adopté la révision du code électoral, mais aussi le règlement intérieur de cette institution, et ce en l'absence de l'opposition politique. Rendez-vous donc à la fin de cette édition. Manifestation pacifique ce dimanche à Zender où les populations étaient sorties massivement, entre autres pour soutenir l'acteur de la société civile Sadat Iliad Amalam, incarcéré voilà un peu plus de 9 mois, mais aussi pour dénoncer la malgouvernance de la part des autorités de la 7e République. Je vous propose de suivre le résumé de cette manifestation avec nos confrères de la télévision privée sur place là-bas à Zender, Gaskia Télévision. Libérer Sadat, tel est le message brandi par les manifestants sortis ce matin pour réclamer la libération de leur camarade de lutte Sadat Iliad Amalam, arrêté le 18 avril 2018 alors qu'il organisait avec ses pairs du cadre de concertation et d'action citoyenne de Zender une manifestation contre la loi des finances 2018. Sadat était initialement poursuivi pour des insultes et mots déplaisants à l'endroit des membres du principal parti au pouvoir qui avaient alors porté plainte. Après son arrestation, la charge s'est vue requalifiée par la suite pour devenir, je cite, participation à un complot contre la sûreté de l'État et appel à un mouvement insurrectionnel, des charges qui sont passibles de prison à vie. Plus de 9 mois après son incarcération, ses compagnons de lutte pensent encore et plus que jamais à lui, à en croire cette mobilisation de la population. Aujourd'hui, ça fait 9 mois que le camarade ne perçoit aucun rond de son employeur. Donc c'est une manière, c'est un mécanisme pour aussi quelque part faire souffrir sa famille. Dieu merci, sa famille se porte bien, sa famille est à merveille, sa famille est bien nourrie et bien logée jusque-là. Ça veut dire que leur objectif n'est pas encore atteint. Donc nous nous en réjouissons. Après 9 mois de soubresauts judiciaires, aujourd'hui le dossier du camarade se trouve au niveau du 2e cabinet du juge d'instruction de Zender. Et à ce niveau, nous estimons que soit la procédure d'instruction va continuer ou tout simplement le camarade bénéficiera d'un non-lieu. Mais nous nous réservons de rentrer dans le secret de l'instruction. Sadat Iliad Amalam est un fervent défenseur de la démocratie et des libertés fondamentales. Voilà ce qui peut être retenu de l'homme. Un citoyen de modèle, un combattant. On est fiers d'avoir un homme comme Sadat Iliad Amalam et on va le soutenir jusqu'au bout. La lutte va continuer. Beaucoup de témoignages concordent sur ces œuvres sociales et voilà pourquoi sa place doit être ici dehors et non en prison. C'est un père de famille qui a été privé de sa liberté, qui a été privé de sa famille, qui a été privé de son salaire, qui a été privé de ses enfants, qui a été privé de ses proches, tout simplement parce qu'il a avancé ses opinions. Donc nous demandons à tous ceux qui ont maintenu ces grands héros désormais nationaux sont en train de commettre une erreur historique. Les organisateurs entendent étendre ce mouvement, libérer Sadat car il ne méritait pas un tel sort. C'est peut-être la fin de la dissidence au sein du syndicat national des enseignants de base. En effet, les dissidents de ce syndicat qui avaient prononcé une décision de suspension du secrétaire général du dit syndicat, M. Aliou Samna, viennent encore une fois d'être déboutés par la justice et notamment la cour d'appel de Niamey. Ce matin, le bureau dirigé par Aliou Samna était justement face à la presse pour se réjouir de cette décision à travers une déclaration résumée ici pour nous par Halidou Bourema et Abdullah Razak Hamidou. L'affaire née de la suspension du secrétaire général du bureau exécutif du syndicat national des enseignants de base, SNEB, en août 2016 vient de connaître son épilogue. Après une première décision du tribunal qui a débouté les dissidents, la cour d'appel donne aussi raison au bureau exécutif national. Après de nombreuses tentatives de réconciliation et leur refus d'entente renouvelée,
le BNSNEB était obligé d'arrêter les agissements inacceptables de ses camarades qui se répandaient à tort sur les médias pour raconter des saletés et des absurdités. Le BNSNEB vient d'avoir raison sur ces détracteurs de notre organisation syndicale par le verdict du 7 janvier 2019 rendu par la Cour d'appel. Cette nouvelle victoire judiciaire intervient pour confirmer la décision 277/17 du 24 mai 2017 prononcée par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le BNSNEB félicite la justice nigérienne pour avoir prononcé le droit. Le SNEB se prononce sur la situation de l'école publique. De l'évaluation des enseignants contractuels, nous avons connu les affectations des enseignants en grand nombre, le transfert des enseignants aux collectivités, le paiement des contractuels à la poste, et que sais-je encore. Au même moment, le gouvernement traîne les pieds pour la mise en œuvre des différents engagements qu'il a pris dans le communiqué conjoint du 13 décembre 2016 signé avec la synergie cause Niger-SINASEB. Pour rappel, les engagements suivants ne sont toujours pas mis en œuvre. Le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, l'attribution des matricules aux enseignants contractuels et la mise en solde pour tous ceux ayant les matricules, aussi bien du primaire que du secondaire. Il faut ajouter à cela le projet d'évaluation des enseignants contractuels du secondaire que prépare le ministre des enseignements secondaires en associant de manière sélective certains syndicats. Le SNEB, membre de la synergie cause Niger-SINASEB, affiche sa détermination à continuer à lutter pour le bien-être des enseignants nigériens. Je vous donne lecture pour poursuivre ce journal de ce communiqué de presse du syndicat national des travailleurs de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports Centragex. Le Centragex, en effet, rappelle que depuis 2 ans, le ministère de la jeunesse, des sports et de la culture a été éclaté en 3 ministères, à savoir celui des sports, le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes et celui de la renaissance culturelle. Face donc à cette situation, le Centragex a depuis donc ces 2 années dénoncé la gestion chaotique et calamiteuse de ces 3 ministères du secteur ainsi par la même occasion interpellé donc les plus hautes autorités de ce pays. Malheureusement, selon le communiqué, ce cri de cœur des travailleurs semble toujours tomber dans l'oreille du sourd. C'est pourquoi le Centragex d'abord rappelle que la gestion des 3 ministères est un véritable échec et un désastre qui ne doit pas rester impuni. Dénonce le dysfonctionnement des services caractérisé par un manque criard de moyens élémentaires, la mauvaise gestion et la dilapidation des maigres ressources disponibles, fustige les nominations fantaisistes et dénuées de tout fondement autre que celui de la gabegie et de la recherche du gain facile opérée par les 3 ministres du dit secteur. Se rend compte, donc le Centragex se rend compte de l'incapacité des ministres à reprendre les infrastructures sportives et culturelles usurpées en violation flagrante des lois. Informe l'opinion nationale et internationale qu'en 2 ans, aucune réalisation significative n'a été faite et aucun investissement non plus. Le seul exploit de ces 3 ministres, selon donc le Centragex, reste et demeure leur participation à l'écriture des pages sombres de l'histoire de leur secteur. Le Centragex regrette plutôt par la même occasion que le président de la République et le Premier ministre n'aient pas apparemment mesuré l'ampleur des dégâts causés par ces super ministres en les laissant allègrement et impunément détruire ce qu'ils ont trouvé avec leur permis à tout faire. Le Centragex insiste et persiste sur l'audit des 3 ministères, de leurs institutions rattachées et des éditions du sabre national de l'année 2018-2019 ainsi que de la fête tournante du 18 décembre 2018 à Zender. Enfin, le Centragex estime qu'il est fort regrettable que la jeunesse, le sport et la culture, censés sans aucun conteste être le poumon de l'économie nationale et le moteur du développement, soient relégués au second rang des préoccupations du gouvernement. Fait à Niamey ce 27 janvier 2019 pour le bureau exécutif national du Centragex, le secrétaire général M. Moussa Adamou. Le centre de santé intégré de la localité de Sikié, c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri, vient d'être doté en ambulance et en produits pharmaceutiques, dont d'un fils du terroir, en la personne de M. Salman Tahirou. Le don a été réceptionné ce matin par le directeur de cabinet du ministre en charge de la santé publique, en présence de nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantofo. Gracieusement offerte par un fils du terroir, cette ambulance flambant neuve, équipée d'un matériel
complet d'évacuation, un lot de produits pharmaceutiques au profit du centre de santé intégré de Siké Tahirou Salatou et une promesse tenue de la part de Salman Alzouma qui 7 ans auparavant à la réception du dit centre a promis une ambulance à la population de Siké et environnant. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le jour de l'inauguration de CCC, des promesses ont été faites, des engagements ont été pris, dont 2 fondamentalement. Il s'agit d'un engagement provenant du ministère de l'hydraulique qui avait promis de construire un forage, ce qui fut fait dans les plus brefs délais. Le deuxième engagement, c'est celui d'un neveu du défunt qui a promis d'offrir une ambulance. Dieu a voulu que cette promesse-là soit tenue cette année. Nous le remercions amplement. Il s'agit de Salman Alzouma. Nous pensons que si ensemble les populations se mettent ensemble, les opérateurs se mettent ensemble, ils peuvent réaliser beaucoup de choses pour aider l'État. Parce que les moyens de l'État ne permettent pas, en tout cas, de réaliser tout son programme. Vous avez remarqué que ceci n'a pas de clôture. C'est un véritable problème, ce qui fait qu'il est transformé en zone de passage des animaux. Nous voulons vraiment, dans la limite du possible, en rapport, parce qu'il y a la décentralisation, en rapport avec monsieur le maire, de créer les conditions où nous demandons à de bonnes volontés de créer les conditions pour que le CSI puisse avoir une clôture. Le deuxième problème auquel nous sommes confrontés, c'est le problème d'électricité. Des doléances qui ont trouvé écho favorable à entendre le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique présent à cette cérémonie. J'ai rappelé qu'il est vraiment important de bien l'entretenir parce que les ambulances, ce n'est pas tous les CSI qui les ont présentement. Il était en train de fournir des efforts, alhamdoulilah, mais c'est bien aussi que les locaux aussi y pensent. Et comme à Siké, il y a une ambulance, une donation d'une famille, j'ai demandé aux populations de bien entretenir cette ambulance et de bien l'utiliser. Maintenant, parmi les doléances, ils ont demandé l'électrification du CSI. Donc, comme le dossier est déjà ficelé, j'ai demandé à ce que le dossier soit remis au DRSP de Tillabéri, qui va le remettre à notre DRFM. Et si le dossier va suivre son cours, on va suivre le processus jusqu'à l'électrification du CSI. Maintenant, concernant la clôture, comme le maire est là, j'ai rappelé au maire que c'est normalement les collectivités qui doivent s'en charger. Pour rappel, la construction de ce centre de santé intégré de Siké est l'initiative du défunt Tahirou Salatou en 2008 qui malheureusement a été rappelé à tuer avant la finition. C'est ainsi que les membres de sa famille ont achevé la construction de ce joyau en 2012 et ce jour, c'est un de ses neveux, Salman Alzouma, qui joint l'utile à l'agréable avec cette donation d'une ambulance et produits pharmaceutiques pour améliorer la couverture sanitaire de cette localité. Restons toujours dans la région de Tillabéri, dans le canton de Gourwal notamment, Gourwal qui a récemment donc procédé à l'investiture à l'intronisation plutôt de son nouveau chef de canton, M. Ben Bello Haruna. Et bien, en marge de la cérémonie d'intronisation de ce chef de canton du Gourwal, l'équipe de la télévision Labari qui était dans la zone pour le reportage s'est intéressée aux cultures de contre-saison dans cette zone riveraine du fleuve Niger. L'équipe est composée de Hassan Saleh Mustafa et Aboubacar Souley. Le canton de Gourwal et le chef-lieu de Yatakala en particulier est réputé pour ses caractéristiques biophysiques avec notamment des cours d'eau permanents et semi-permanents et un sol argileux et argileux sableux favorable aux cultures du riz, du sorgho, du gombo et du nébé. Justement, ce dernier, sa production s'étale sur une bonne partie de l'année à la grande satisfaction des cultivateurs. Le travail des haricots, on attend dessus la pluie. Quand le travail de la pluie est fini, et puis on commence le travail de Gourwal. Quand l'eau sort, on va commencer le travail des haricots. Quand on a marqué les haricots là, on les travaille seulement, on ne marque pas l'eau encore. Ça va continuer jusqu'à on va commencer à ramasser les fils des haricots. Quand la pluie est venue, que l'eau vient.
quand l'eau est venue, le temps qu'il sort, que nous aussi on va commencer pour faire le travail des haricots. Quand le haricot sort, si on a travaillé fini, il n'y a aucun travail encore. Si ce n'est pas, tu viens pour ramasser les haricots. On peut ramasser ça jusqu'à 3 fois. Là où il gagne l'eau, toujours, tu vas gagner son fils, les haricots là. Malheureusement, les paysans de Yatakala en particulier et ceux du canton en général produisent beaucoup, mais ils font face à un problème de coulement de produits de leurs efforts, un véritable souci de mévente qui décourage parfois certains producteurs. Ici, maintenant, les boîtes même, c'est 250 francs, les haricots. Mais le temps qu'on veut acheter les haricots pour venir marquer, on va acheter une boîte 500 francs. Bon, maintenant que tu veux vendre ça, 250 francs. Bon, notre problème, c'est la cause de l'argent. On travaille, mais on ne gagne pas notre prix de travail. Quand on travaille, on cherche que tu gagnes du prix. Mais tu travailles, ce que tu as acheté 500 francs. Et puis maintenant, tu ne gagnes pas même 300 francs. Donc, qui a tombé? Même si tu as eu d'autres problèmes, tu veux l'argent, où tu vas gagner ça? Où le commerce qui va acheter ça? Il n'y a pas. Ce que nous voulons, ici, quand on gagne les haricots et les autres quand on travaille ici, si on gagne un camion qui sort, par exemple à Niamey ou bien à Terra, pour venir ici, mais ici il n'y a pas. Les commerçants qui sont là ici seulement qui vont acheter pour aller vendre à Niamey. Dans le canton de Gorouel, l'agriculture reste et demeure la principale activité économique. Les cultures les plus pratiquées sont le mil et le sorgho pendant la saison de pluie, le nébé en 2 campagnes. Le riz est cultivé sur le long du fleuve Niger. Le gombo, le sésame, le manioc, la patate douce, la pomme de terre et divers légumes cultivés en saison de pluie ou en contre-saison avec des outils rudimentaires. Opération de salubrité ce matin au cimetière musulman du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est une initiative de la Fédération des jeunes Nakoa dans le cadre de ses activités au titre de cette année 2019. Je vous propose à cet effet d'écouter le président de cette fédération, M. Aboubakar Mahamadou. Cette séance de salubrité s'inscrit dans le cadre de nos programmes. Nous avons un programme d'activité et nous avons inséré ce travail de cimetière parce que personne ne peut se faire ce travail en dehors de nous autres musulmans. Donc, raison pour laquelle nous avons inscrit dans nos programmes d'activité les séances de salubrité au cimetière musulman de Harobanda. Et dans ce cadre-là, nous invitons la Oumma islamique à nous soutenir et à venir faire ce travail. Que c'est un travail qui est salvatrice et qui est recommandé par notre religion. Et nous, en tant qu'organisation de la jeunesse, nous avons vraiment mis un accent particulier sur ce travail. C'est notre dernière demeure. Tout ce qu'on fait d'ici peu, nous aussi, on va rejoindre ceux qui nous ont devancés. Donc, il y a les bonnes volontés qui nécessitent de nous appuyer. Notamment, nous avons l'appui matériel de la mairie commune 5. Nous avons eu un soutien au niveau de TDHI. Donc c'est un organisme qui aide les organisations de jeunesse dans le cadre d'un regroupement des associations des jeunes qui s'appelle le CCAJ, le cadre de concertation des jeunesse. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'appui du projet TDHI, donc Terre des Hommes Italiennes. L'appel que nous lançons à l'endroit de la population, surtout à l'endroit de nos autorités, c'est pour qu'ils puissent venir appuyer les jeunes. Parce que chaque fois on les sollicite, on ne les voit pas avec nous. Et alors que c'est une partie de leur travail qu'on est en train de faire. Nous, on le fait à titre du bénévolat. Donc nous appelons les autorités à nous soutenir matériellement, financièrement et techniquement dans le cadre de ce travail. Et la Oumma islamique, parce que c'est le travail de tous les musulmans. Donc nous, lorsqu'on lance un appel, nous voulons que les uns et les autres puissent venir faire ce travail. Personne ne peut faire ce travail en dehors de nous.
Voilà, comme annoncé, donc la partie magazine en lieu et place de l'invité de chaque dimanche est consacrée aujourd'hui à un entretien qu'a accordé à la télévision Labari l'acteur de la société civile El Hadji Idi Abdou. Il s'est prononcé sur les conclusions de la dernière réunion du Conseil national de dialogue politique. C'était jeudi 25 janvier dernier. Une réunion, comme vous le savez, qui a adopté la modification du code électoral ainsi que l'adoption du règlement intérieur du CNDP. La réunion a également eu droit au point sur les préparatifs sur le processus électoral de la part des responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Idi Abdou réagit donc à tout cela. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Il y a eu une réunion de la majorité, je suppose, parce que c'est là même le texte du CNDP, c'est la majorité, l'opposition et les non-affiliés. L'opposition n'y était pas. Donc ce n'est pas en réalité une réunion du CNDP. À la limite, le gouvernement, il peut faire modifier le code électoral, il n'a pas besoin de CNDP. Dans tous les cas aujourd'hui, le CNDP est notoirement incompétent pour résoudre la crise. Donc dire qu'on a fait une réunion du CNDP et qu'on a conclu à quelque chose, c'est une aberration et on divertit le peuple nigérien. Les faits sont là. Parallèlement, la veille, toute l'opposition a fait une déclaration pour dire qu'elle ne participe pas à la réunion du CNDP. Ça veut dire que ce qui a été arrêté ne l'engage pas. Donc il faut cesser de parler de CNDP. Dans tous les cas, le CNDP n'est nulle part initiateur d'une quelque loi ou d'un amendement quelconque. Nous avons deux situations très compliquées. Un gouvernement qui veut coûte que coûte, par le trichement de la CENI, faire son fichier biométrique et contrôler de bout en bout le processus électoral. Et une opposition qui, depuis 2016, elle boycotte systématiquement les réunions du CNDP. Et elle ne s'arrête qu'à des déclarations de principe. Pratiquement, à l'allure où vont les choses, nous nous acheminons vers le schéma malien, où l'opposition malienne a participé à une élection où elle contestait le fondement. Elle contestait le fichier biométrique et elle contestait les conditions dans lesquelles les élections sont intervenues. La société civile continue à jouer son rôle, que la paix n'a pas de prix et que pour nous, si ce n'est pas que le gouvernement, en fait, apparemment il est de mauvaise foi, sinon c'est simple. D'abord, le CNDP n'est plus nécessaire. Il ne vaut rien, il est notoirement incompétent, donc on ne doit plus parler de CNDP. Mais la société civile a dit, les deux articles 81 et 80 du code actuel, et qui est contesté parce qu'il parle de bureau de vote, et avant c'est la configuration, maintenant ils ont modifié, et les gens, effectivement, on pense que les gens veulent gagner des élections avec PV. Donc il suffit juste de ramener l'article 81 de l'ancien code, et il résout, ces dispositions résolvent le problème de l'article 80 et 81. La composition de la CENI, j'ai constaté qu'ils l'ont déjà modifiée pour faire intégrer les non-affiliés. En fait, dans une démocratie normale, il n'y a pas de non-affiliés. C'est une aberration. Ou vous êtes opposant, ou vous êtes... Et on parle dans une démocratie véritable des partis représentatifs. Et la représentativité d'un parti se mesure à l'Assemblée. La société civile va continuer, effectivement, à interpeller les gens pour que le Niger retrouve un code consensuel. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de nous servir le cercle d'une réunion bizarre de CNDP, un CNDP connu notoirement incompétent. Et ça ne sert à rien que l'opposition boycotte systématiquement les réunions du CNDP après à rien. C'est pas, apparemment, le gouvernement s'appuie sur l'incapacité de l'opposition à mener une lutte politique. Voilà le problème. Parce que ici, tout est question de rapport de force.
si l'opposition n'est pas à mesure de lutter politiquement pour agir sur le rapport de force, c'est que le gouvernement va continuer à faire ce cirque. Dans tous les cas, en 2020 et début 2021, on doit finir les élections. Et il n'y aura pas d'alternance. Qu'il ne se fasse pas d'illusions. Avec la posture de l'opposition et la posture du gouvernement, ça veut dire nous acheminons vers le cas malien. Il n'y aura pas d'alternance. Le gouvernement va contrôler de bout en bout le processus électoral et l'opposition va participer aux élections sans qu'elle comprenne quoi que ce soit parce qu'elle est incapable de lutter. Comme le PNDS avait lutté quand il était à l'opposition là, eux ils sont incapables de lutter et par conséquent ils ne font que subir. Et s'ils ne changent pas de posture pour véritablement lutter, pour influencer le rapport de force, c'est qu'ils ne fassent aucune illusion, il n'y aura pas d'alternance. Ça sera le cas ou même le cas RDC Congo. Donc c'est très simple. À l'allure où vont les choses, le seul élément qui va faire la différence, c'est que est-ce que l'opposition a compris d'abord qu'il faut une unité d'action. Et une unité d'action pour lutter sérieusement, pas ces petites déclarations de principe et après on disparaît et le gouvernement fait ce que bon lui semble. Les élections auront lieu, impérativement il n'y a pas de choix. Donc ça veut dire que le gouvernement est dans sa logique et d'ailleurs ça arrange le gouvernement que l'opposition continue à boycotter sans qu'elle pose véritablement les indices d'une lutte véritable. Lui ça l'arrange en fait. Il va les traîner comme ça, on va aller aux élections avec le fichier qu'il contrôle et l'opposition ne comprend rien, donc elle a deux options. Ou elle fait l'option malienne, elle va contester et elle va malgré participer aux élections, ou elle n'assiste pas, il y aura élection. Et puis, le candidat de la majorité va gagner, va passer. C'est pour cela qu'on dit la paix n'a pas de prix. Si le gouvernement se soucie de l'intérêt général, il suffit tout simplement, même si l'opposition est incapable, de mener une lutte qui lui permet d'influencer sur le rapport de force, mais au nom de l'intérêt général et de la paix, le gouvernement peut très simplement revenir aux dispositions de l'ancien code électoral. Avec sa CENI ad hoc, si cela pourrait épargner le Niger d'un autre problème inutile. On n'en a pas besoin. On en a tellement de problèmes sécuritaires. On est tellement envahi par le problème. Le seul point sur lequel on pensait qu'il pourrait être le dénominateur commun de la classe politique, c'est le code électoral. Apparemment, chacun tire de son côté. Et malheureusement, l'opposition est en position de faiblesse et apparemment, elle risque de rester comme telle dans cette posture de faiblesse. Et elle peut rien faire et c'est même pour ça. En réalité, le gouvernement est en train de narguer l'opposition. On continue à dénoncer et on continue à attirer l'attention, surtout du gouvernement, par rapport à la paix. Nous, on a besoin de la paix. C'est le seul pays qu'on a. C'est vrai, les gens ont modifié en 2013 la loi sur la nationalité pour intégrer la double nationalité, mais nous on n'en a que la seule nationalité, on n'en a pas besoin d'une autre. On n'a que le Niger. Et c'est par rapport à cela, on attire leur attention dans tous les cas. Les hommes politiques, ils sont là pour occuper les postes vacants laissés par les uns et les autres, mais nous sommes là pour défendre le Niger. Notre parti, c'est le Niger. Et nous avons besoin d'un Niger. Et pour qu'il y ait un Niger, il faut que le Niger soit épargné des crises post ou avant le processus électoral. C'est par rapport à cela que nous continuons à attirer l'attention des uns et des autres et surtout du gouvernement. Dans tous les cas, l'ancien code est accepté par tout le monde. Ils reviennent à l'ancien code. Parce qu'évidemment, on ne peut pas accepter que les gens gagnent des élections avec un PV. On ne peut pas faire comme ils veulent avec ces articles-là où apparemment c'est à la série de désigner qui ils veulent. Le problème, on le résout globalement. Moi, je ne raisonne pas. En fait, ce n'est pas l'article 8. C'est un alinéa de l'article 8. Pour ce qui est moi, ma proposition est simple. On revient aux dispositions du code électoral ancien où tout le monde était d'accord.
Et par rapport à l'article 8 là, mais c'est même simple. Il faut l'aligner sur le code pénal. Point, c'est tout. C'est tout. On aligne l'article 8 au code pénal. On revient aux dispositions de l'ancien code et c'est résolu. Point. Il n'y a plus rien du tout. On ne peut pas se faire divertir par une classe politique qui ne se soucie vraiment pas de l'intérêt général. Parce qu'ils savent que ce peuple-là n'a pas atteint la maturité démocratique, il n'a pas cette culture démocratique pour sanctionner. Tout le problème est là. La classe politique est en train effectivement de narguer le peuple nigérien. Parce que il s'appuie sur le fait que la culture démocratique du peuple laisse à désirer et par conséquent, ils peuvent faire ce que bon leur semble. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Malgré les appels qu'on fait, on attire leur attention qu'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'élection quand il n'y a pas de paix. C'est de l'intérêt de tout le monde qu'on achemine vers des élections transparentes, inclusives et acceptées par tous pour l'intérêt du pays, pour la paix pour ce pays-là. Mais apparemment, ils s'en foutent de tout ça là. La seule sanction, c'est au peuple souverain. Et je n'ai pas beaucoup d'espoir, parce que pour le moment, on n'a pas atteint la masse critique. Il faut dire les choses, c'est malheureux et c'est la réalité de notre pays. On n'a pas atteint la masse critique capable de faire savoir aux hommes politiques que le souverain c'est le peuple, il leur délègue le pouvoir et qu'ils doivent tenir compte du peuple et qu'ils doivent écouter le peuple. Et ce n'est pas pour rien s'ils s'inscrivent dans cette posture où narguent en réalité le peuple, c'est parce qu'ils savent que à l'État, c'est aux partis politiques de former. Ils n'ont jamais formé. Ils ont formé des militants fous pour eux. Mais ils n'ont pas formé des citoyens. Et c'est ça qui fait qu'ils n'ont jamais formé les citoyens. On leur donne une subvention. La subvention, c'est pour la formation des citoyens. Mais ils prennent leur subvention, ils font ce qu'ils veulent parce que c'est eux qui dirigent. Quand vous prenez, en général, le système politique là est accepté et par l'opposition et par la majorité. La seule différence, c'est la position du pouvoir. Lui, il est à l'opposition, lui, sinon, tous veulent venir au pouvoir pour faire pire souvent que celui qu'on a dénoncé. Donc pratiquement, moi je n'ai aucun espoir sur l'un ou l'autre cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Niger et on attire l'attention de la classe politique pour que le code électoral soit le dénominateur commun sur lequel ils peuvent s'entendre et garantir la paix. C'est quand il y a la paix, on peut faire tout ce qu'ils veulent. Donc au moins, il doit préserver l'état du Niger. Et l'état du Niger, c'est la paix. Et la paix, on n'en a pas vraiment besoin des crises post-électorales. Ou même des crises avant les élections. On n'en a pas besoin. Dans tous les cas, il maîtrise ce peuple-là. Donc ça ne vaut pas la peine qu'il ait le code électoral consensuel et qu'il aille manipuler le peuple. Dans tous les cas, ils sont habitués à manipuler le peuple et jusqu'à ce que le peuple comprenne. En attendant, ils vont continuer à la manipuler et qu'ils continuent leur manipulation du peuple, mais au moins qu'ils garantissent la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, il y a problème, il n'y a pas d'élection. Donc, nous allons continuer, parce que c'est un combat, normalement ça c'est un combat qui se résout politiquement. C'est le combat de l'opposition politique. C'est l'opposition politique qui doit faire face. Il faut que le gouvernement sente qu'en face de lui il y a quelqu'un, pas un vide. Mais apparemment maintenant le gouvernement, c'est un vide qu'il y a en face du gouvernement. C'est à des périodes de façon sporadique, ils font des déclarations et ils disparaissent. Le gouvernement, le pouvoir est là. Mais ils développent sa stratégie pour le maintenir. Si eux, ils ne sont pas capables de développer légalement et les lois leur permettent, ils leur donnent des armes pour influencer le rapport de vote. Mais ils n'ont qu'à s'en plaindre à eux-mêmes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne veut pas de l'instabilité. On ne veut pas de crise. On veut des élections normales qui ne soulèvent aucune crise, qu'ils continuent leur manipulation pour gagner. C'est leur problème, mais on n'a pas besoin d'une crise post-électorale. Et le gouvernement est responsable. Et à ce sens, il appartient au président. Même si
En face, ils ont un vide parce que l'opposition qui est en face n'est pas capable d'assumer son rôle d'opposition. Mais au nom de l'intérêt général ou au nom de la paix, on revient aux anciennes dispositions du code ancien pour garantir une certaine liberté, une certaine transparence aux élections. Et quand on a des élections transparentes, libres, inclusives, ça veut dire qu'on est garant, on a vraiment la garantie d'une paix. Nous, c'est de la crise dont on ne veut pas. Et on attire et on va continuer à attirer leur attention pour que les élections ne soient pas un problème dans notre pays. On a l'habitude d'organiser, ça n'a jamais été un problème en dehors de la parenthèse barrée. On n'en a plus besoin. Le pays a suffisamment de problèmes. Les citoyens sont meurtris. On n'en a pas besoin d'une crise post-électorale encore pour compliquer la situation de notre pays. Et je pense qu'il appartient aux citoyens. Il appartient à la société civile, à tous les citoyens épris de justice et de paix, de se mobiliser pour continuer la sensibilisation, pour que le peuple comprenne que cette classe politique-là, elle n'a aucun souci, son seul souci, ce sont ses propres intérêts.